Imaginez que vous ayez la possibilité d'infiltrer votre banque et imaginez une seconde savoir exactement comment pense votre banquier, comment fonctionne son ordinateur et les métriques qu'il analyse et récolte sur vous pour savoir si oui ou non il va vous suivre dans votre dossier de prêt. Cette question, c'est celle que vous êtes très nombreux à vous poser parce que bien sûr, jouer à un jeu quand on connaît les règles du jeu, c'est plus facile. Et à une époque où les taux d'intérêt ont flambé, où le marché de l'immobilier s'est contracté, la banque, c'est clairement le nerf de la guerre. Alors, depuis le début de l'année, j'ai eu la chance de discuter, d'échanger, de déjeuner avec pas moins de 27 banquiers différents, exerçant au sein de différents établissements bancaires et à des niveaux de clientèle différents. Et en 5 leçons, voilà ce que j'ai appris. Leçon numéro 1, la banque a pour objectif de se dérisquer. La banque, vous le savez si vous suivez cette chaîne YouTube et vous l'avez sûrement compris, c'est un gestionnaire de risque. Grosso modo, elle est là pour faire des placements, à la fois pour vendre de l'argent et placer intelligemment celui qu'elle récolte. Et vous, si vous êtes un investisseur immobilier ou quelqu'un qui veut tout simplement contracter un prêt immobilier, en fait, pour une banque, vous êtes un placement. Vous êtes un placement qui aujourd'hui se tourne aux alentours des 4% de rentabilité, mais qui à une certaine époque tournait aux alentours des 1%. Et comme bien sûr la banque emprunte de l'argent auprès d'une autre banque, en fait quand elle vous facture 4% de taux d'intérêt, c'est bien évidemment pas de l'argent qui rentre directement dans sa poche puisque elle-même doit rembourser le prêt qu'elle a contracté pour pouvoir vous prêter. Tout ça pour dire, vous l'avez compris, que le prêt immobilier pour une banque, dans la grande majorité des cas, ça lui rapporte assez peu d'argent et c'est pour ça que vous avez peut-être entendu dans votre vie un banquier vous dire: vous savez, nous, on gagne rien avec le prêt immobilier. Et dans les faits, c'est pas complètement vrai, mais pas complètement faux. Alors, de manière un petit peu synthétique, dans le cadre d'un projet immobilier qui, comme vous l'avez compris, va être un moyen à la fois de vous fidéliser, à la fois de rendre ses clients un petit peu plus riches, puisque bien sûr, le banquier n'est pas bête. Un client qui achète un appartement à 100 000 euros, qui fait 100 000 euros de travaux, soit 200 000 au total, qui vont être prêtés à ce client, dans 20 ans, ces 200 000 euros, ce sera du cash. Alors, même si, bien évidemment, tous les professionnels de la banque ne pensent pas à aussi long terme, dans les faits, plus le portefeuille d'un banquier est riche, plus ce banquier aura tendance à avoir de l'importance, gravir les échelons, progresser, etc., etc. Et dans un dossier de prêt, on va dire qu'il y a 4 éléments principaux auxquels un banquier prêtera attention. Élément numéro 1, la gestion financière de l'emprunteur. Si le banquier s'aperçoit sur vos relevés de compte que tous les samedis, vous allez au casino, que vous dépensez un grand pourcentage de votre salaire dans des cigarettes, dans de l'alcool, dans des sorties, et qu'à la fin du mois, vous êtes à découvert quasiment un mois sur deux, et bien dans les faits, c'est assez logique, il ne vous prêtera pas le moindre centime. Encore une fois, réfléchissez de la manière que vous êtes un placement pour une banque. Et quand on place son argent dans quelque chose, on a envie que ce quelque chose soit bien géré. Comment pouvez-vous demander de l'argent à une banque si vous-même, vous n'êtes pas capable de gérer correctement les 1500, 2000 ou 3000 euros que vous gagnez tous les mois? C'est impossible. Donc première étape, on fait le propre sur ses comptes, on évite de dépenser dans des choses qui peuvent faire peur. L'idée, bien évidemment, n'est pas de se serrer la ceinture jusqu'à ne plus pouvoir respirer, mais de montrer au banquier que vous êtes capable de tenir correctement vos comptes et bientôt les siens si jamais il vous prête de l'argent. Deuxième élément, le professionnalisme de l'emprunteur. Arrivé à un rendez-vous bancaire, habillé en jogging, et j'ai rien contre les jogging, avec 10 minutes de retard et en disant à peine bonjour, et bien très clairement dans un milieu assez normé comme la banque, c'est vous tirer une double balle dans le pied et c'est quasi l'assurance de ne pas avoir son dossier de crédit. Encore une fois, réfléchissez en termes de placement. Vous êtes un placement pour une banque et elle va vous confier 100 000, 150, 200, 300, voire 400 000 euros, raison pour laquelle il faut faire preuve de professionnalisme tant sur votre apparence que votre ponctualité, mais aussi et surtout sur la tenue de votre dossier. Quand le banquier va vous demander vos 3 dernières fiches de paye, vos 2 derniers avis d'imposition, si vous mettez 3 semaines à lui répondre, que dans le mail que vous lui répondez, il manque la moitié des documents, tout ça mis bout à bout sera la preuve concrète d'un manque de professionnalisme de votre part. Et si vous-même vous vous apprêteriez à prêter 100 000 euros à quelqu'un qui arrive en retard, qui s'est coiffé à l'arrache et qui, quand vous lui demandez un papier, il est incapable de vous l'envoyer parce qu'il n'a aucune idée de où est-ce qu'il l'a rangé, et bien vous les premiers, encore une fois, vous ne prêteriez pas un seul centime à cette personne. Troisième élément essentiel, la qualité du dossier. Il n'y a pas à tortiller pour chier droit les amis si vous apportez un dossier sérieux, avec une localisation sérieuse, à fort potentiel, un taux de rentabilité qui est correct, un petit peu de cash flow, un apport personnel qui n'est pas mirobolant mais qui n'est pas inexistant et qu'il y a un vrai potentiel de gain financier, de gain patrimonial dans votre opération, dans la très grande majorité des cas, peut-être pas la première, peut-être pas la deuxième ni la troisième, mais vous trouverez une banque pour vous suivre sur votre projet. Et
d'expérience pour avoir posé la question texto à ces 27 banquiers dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont refuser un dossier ? Dans la grande majorité des cas, c'est un dossier qui est limite. Soit une maison pour un jeune couple qui est un petit peu trop cher par rapport à ce qu'ils sont capables d'acheter, soit un bien locatif qui est trop peu rentable par rapport à ce qu'on arrive à trouver. Et dites-vous que le banquier, il va voir vos dossiers, mais il va également voir les dossiers de tous les investisseurs du coin. Et par définition, si jamais votre dossier est moins bon que 10 autres dossiers auxquels le conseiller a accès, eh bien c'est un petit peu la loi du plus fort, c'est celui qui aura le meilleur dossier qui passera sur le haut de la pile. Quatrième élément que va regarder le banquier, c'est la classe d'actifs dans laquelle vous vous apprêtez à investir et aussi les fondamentaux du marché. C'est la raison pour laquelle si vous souhaitez investir à Dijon en Bourgogne, c'est très rarement pertinent d'aller solliciter une banque parisienne et encore moins marseillaise, tout simplement parce qu'elles n'ont aucune connaissance du secteur. Elles ne savent pas si ça se loue, comment ça se loue, est-ce que beaucoup de gens dans leur entourage cherchent un appartement et n'arrivent pas à le trouver, est-ce qu'ils trouvent que c'est trop cher, pas assez cher, le montant de loyer qui est cohérent. Bref, quand vous n'êtes pas dans la zone, c'est beaucoup plus difficile d'appréhender un marché que si vous y vivez au quotidien. Et bien souvent, pas tout le temps, mais régulièrement, la personne, le conseiller bancaire que vous allez avoir en face de vous n'a pas forcément de connaissances très grandes sur le marché immobilier local, raison pour laquelle ce sera à vous d'avoir fait vos devoirs, d'avoir étudié le marché et d'être capable de lui apporter des preuves concrètes qu'il y a un potentiel locatif, que l'immeuble ou l'appartement que vous avez ciblé a un vrai potentiel patrimonial de génération de plus-value en cas de revente et que grosso modo, la ville en elle-même est plutôt une ville sur le devenir et pas une ville du passé. Penser ça, c'est une chose, être capable de le démontrer avec des chiffres, avec des statistiques, avec des études, c'est une toute autre paire de manches et c'est là le vrai travail d'un investisseur immobilier professionnel et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir enchaîner le dossier les uns après les autres. Leçon numéro 2, il y a plusieurs types de banquiers et ils n'ont pas tous les mêmes compétences. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, je fais un rendez-vous dans une ancienne bancaire, dans la section banque privée de celle-ci, pour financer une opération immobilière et le conseiller m'explique tout simplement qu'il ne peut pas le faire. Et sur le coup, un conseiller bancaire qui prête de l'argent mais là qui peut pas prêter d'argent, ça peut paraître contre-intuitif, mais malgré tout, sachez qu'au sein d'une banque, d'une même enseigne, d'un même nom, il y a plusieurs catégories de banquiers qui ne gèrent pas les mêmes clients et qui n'ont pas accès aux mêmes possibilités. Parce que oui, tous les banquiers ne savent pas faire du prêt immobilier, tout comme tous les banquiers ne savent pas faire du compte pro ou du placement, etc., etc. Raison pour laquelle au sein d'une même enseigne, il faut parfois s'adresser au bon interlocuteur. Et pour vous résumer grosso modo ce qui existe, on va dire qu'il y a grosso modo 6 grandes branches, 6 grandes verticales au sein d'une même banque. Verticale numéro 1, la plus simple, c'est le conseiller en clientèle perso. C'est le conseiller privé de monsieur et madame tout le monde qui va gérer un peu d'assurance, un peu de compte perso, un peu d'épargne, un peu de livret A. C'est en règle générale d'ailleurs, si certains d'entre vous veulent travailler dans le monde bancaire, par quoi vous allez commencer? Parce que c'est le B à bas, on va dire, c'est le premier niveau de clientèle à l'intérieur d'un établissement bancaire. Juste après ça, ou en parallèle de ça d'ailleurs, on va avoir le conseiller clientèle professionnel, dont certains sont spécialisés pour les entreprises, certains pour les professions libérales, certains pour les artisans. Et de manière générale, un conseiller pro, il va gérer, comme son nom l'indique, vos comptes pro et l'ensemble des services ou produits financiers qui y sont relevés, assurance, mutuelle, etc., etc. Par la suite, petit à petit, quand on progresse un petit peu en termes de taille patrimoniale, on va pouvoir s'adresser à un banquier spécialisé en gestion de patrimoine, qui va s'occuper de clients ayant des avoirs ou une taille patrimoniale entre 100 000 et 500 000 euros environ, même si cela change en fonction des banques et des établissements, et qui lui est vraiment le spécialiste de l'épargne. Il va non seulement vous aider à obtenir le prêt pour votre maison si vous le souhaitez, s'occuper de certaines assurances, mais il va devenir en fait votre banquier perso un peu premium. Il a des compétences supplémentaires en matière de placement, il peut vous ouvrir un compte titre, un compte à terme, un PEA, et il est là pour vous conseiller sur la bonne et la mauvaise façon de faire. Par la suite, encore une fois, si vous progressez en termes de patrimoine, vous allez pouvoir vous adresser à ce qu'on appelle un banquier privé. Et un banquier privé, c'est à partir de 500 000 euros de patrimoine net, avec une dominance pour les actifs mobilisables et les liquidités. Et c'est donc un banquier encore plus premium que la gestion de patrimoine, qui va s'occuper de ce genre de clientèle avec un portefeuille de 100, 150 clients, qu'il va accompagner sur le plan patrimonial, comme le ferait un banquier en gestion de patrimoine, mais à une échelle un petit peu différente. Et par la suite, si vous continuez de grossir et que vous arrivez à plusieurs millions d'euros de patrimoine net, vous pourrez même vous adresser à un banquier spécialisé en gestion de fortune,
une, qu'il a des possibilités beaucoup plus importantes en termes de produits qu'il va vous proposer, en termes de placement. Il peut faire même un peu du sur-mesure par rapport à votre situation. Et enfin, dernière catégorie, un petit peu différent sur le volet professionnel, le banquier en centre d'affaires qui lui va s'occuper d'une entreprise qui fait au minimum 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 5 millions d'euros de valorisation et qui est spécialisé dans la TPE et la PME, la version un peu plus premium, vous l'avez compris, du conseiller professionnel classique. Et alors un truc qui vous paraîtra contre-intuitif, mais ça m'est déjà arrivé, c'est qu'un dossier de financement peut passer auprès d'un conseiller en centre d'affaires alors qu'il ne passera pas à la banque privée et il ne peut pas passer à la banque privée alors qu'il passera en conseiller pro classique. D'autant plus qu'encore une fois, certains banquiers sont spécialistes de certaines professions, de certaines matières, dans certains domaines et qu'en fonction du type de banque que vous allez aller voir, des banques locales avec une délégation locale via le directeur d'agence ou une banque à fonctionnement plutôt national avec des comités qui valident les dossiers. On a déjà abordé ce sujet sur cette chaîne YouTube, les décisions vont être prises de manière différente et c'est important de connaître le fonctionnement de la banque avec laquelle vous travaillez. Leçon numéro 3, un banquier, c'est un commerçant. Alors le statut est un peu étrange, on va dire, puisqu'il est bien à la croisée des mondes entre un commerçant qui va vendre des produits financiers, des services financiers, mais aussi de l'alarme, du forfait de téléphone, etc., etc. Et en même temps un technicien qui va être là pour vous conseiller avec tout un tas de prestations de services qui dans la très grande majorité des cas ne sont pas facturés, ce sont uniquement les placements, les produits sur lesquels la banque va se rémunérer. Mais c'est quand même la raison pour laquelle le banquier, il a bien quelque chose à vous vendre, que ce soit de l'argent ou des services financiers. Et il faut savoir que comme dans n'importe quelle profession commerciale, un banquier, il aura une partie de son salaire en fixe et une partie de son salaire en variable en fonction de l'atteinte de ses objectifs, son carnet client, la taille de son portefeuille, etc., etc. Tout ça dépend des établissements évidemment. De manière générale, s'il y a une chose à retenir de cette troisième leçon, c'est que comme tout commerçant, le banquier, il est là pour faire du business. Et alors ça peut paraître contre-intuitif parfois, puisqu'en général, un banquier, on a l'impression qu'il est là pour nous aider, pour nous financer, mais lui aussi, il cherche à rencontrer de nouvelles personnes, à être mis en relation avec des chefs d'entreprise, avec des particuliers qui ont de l'épargne, et il est normal, il faut en avoir conscience qu'il ait une démarche commerciale vis-à-vis de vous, puisqu'encore une fois, un banquier est un commerçant. Leçon numéro 4, il existe plein de façons de financer une opération rentable. J'ai assisté à une soirée business il y a quelques temps à Lyon, une ville pas très loin de chez moi, et où un opérateur immobilier nous expliquait que pour une opération très rentable qu'il avait dénichée et construite de A à Z, il avait fait un petit travail personnel d'arriver à financer cette opération de 5 manières différentes. La plus classique étant le crédit immobilier que vous connaissez tous, mais il y a en fait plein d'autres façons de financer l'une de ces opérations. Pour en citer uniquement certaines, on peut penser au crédit lombard qui va consister à hypothéquer une partie de son épargne des titres financiers en échange d'un crédit immobilier. On peut penser également au crédit bail immobilier où la dette bancaire va être supportée par un organisme de crédit bail qui va louer les locaux à l'exploitant avec une promesse de vente, l'équivalent du leasing avec option d'achat pour une voiture, permettant de minimiser l'apport et surtout d'avoir un bilan avec quasiment aucune dette, puisqu'il s'agit bien d'un loyer. On a également le crédit vendeur, où la personne ne va pas vous vendre d'un coup, mais va vous vendre bout par bout pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est notamment quelque chose qui se fait énormément dans la reprise d'entreprise. On a aussi le crowdfunding immobilier, la création de club deal, où vous allez diluer vos participations en échange de différents acteurs qui vont vous apporter du capital pour financer l'opération de toutes pièces. On a également la vente en viager. Bref, il existe beaucoup de façons de financer une opération rentable. Et encore une fois, quand elle est rentable, trouver le financement ou une manière de la financer, ce ne sera pas normalement votre principale difficulté. Soyez créatif, renseignez-vous sur les différentes façons de financer une opération immobilière quand vous ne pouvez pas passer par un crédit bancaire classique. Comme je le dis souvent, le bon sens paysan, c'est ce qui prime. Si vous ne pouvez pas rentrer dans la maison en passant par la porte, eh bien passez par la fenêtre. Les 24 banquiers avec lesquels j'ai discuté depuis le début de l'année ont clairement tous le discours quasi unanimement de dire qu'une bonne opération, elle trouvera financement quasiment systématiquement. Enfin, leçon numéro 5, le banquier doit être considéré comme un partenaire d'affaires. Souvent, vous savez, en repas de famille, en discussion avec les tatas Jacqueline du barbecue du dimanche, on entend, vous savez, un peu des allégories, des pensées, des avis, pas forcément positifs sur les banquiers, en pensant que le banquier, il se gave, qu'il gagne plein d'argent sur notre dos, que de toute façon, nous sommes des clients, donc il doit faire ce qu'on lui dit. Et de mon expérience,
d'expérience, je peux vous assurer que c'est un positionnement qui n'est pas du tout valorisant pour la personne que vous allez avoir en face de vous. Cette même personne, rappelez-vous, qui va décider de pousser positivement ou de ne pas pousser le dossier de prêt que vous lui avez fourni. Raison pour laquelle n'oubliez jamais que le banquier qui vous finance une opération, c'est votre premier investisseur. C'est une des premières personnes fondamentales qui va mettre une brique dans la création de votre patrimoine. Et n'oubliez jamais un banquier qui vous a rendu service. À titre personnel, à chaque fois que je fais un dossier de prêt, j'envoie toujours une bouteille de vin à mes conseillers pour les remercier tout naturellement comme je remercierais n'importe qui me rend un service. Parce que même si le banquier, il est là pour ça, d'être agréable, bienveillant, de créer une relation durable et sincère, et bien les amis, ça coûte pas plus cher. Encore une fois, pour faire la synthèse des différents retours que j'ai eu sur ces fameux 27 banquiers que j'ai vus depuis le début de l'année, et si je faisais la synthèse de tous ceux que j'ai vus depuis 8 ans, ça en ferait beaucoup plus, j'aurais 3 conseils à vous donner, à retenir qui sont essentiels. Conseil numéro 1, sachez donner pour recevoir. Un client qui va pinailler les frais de compte, le taux d'intérêt parce qu'il veut du 3,8 alors que la banque lui propose du 3,9, qui ne veut jamais consommer un seul produit bancaire, qui va pinailler sur le forfait de téléphone, sur l'alarme. Et bien ça, en fait, dans n'importe quel métier, c'est ce qu'on appelle un client chiant. Et un client chiant, personne n'en veut parce qu'il fait chier tout le monde tout simplement. Il ne faut surtout pas, si vous êtes investisseur immobilier, que vous soyez ce client chiant. Ayez l'intelligence de vous remettre en question, de vous mettre dans une position de donnant-donnant, d'aligner les intérêts entre le banquier en face de vous et vos intérêts à vous. Et vous verrez que ça ne se passera que beaucoup mieux et qu'un plus grand nombre de vos dossiers seront acceptés et soutenus. Deuxième conseil qui rejoint un peu le premier, créer des relations durables et sincères avec vos partenaires. Si vous vous engagez à transférer des comptes ou de l'épargne au sein d'une banque en échange du fait qu'elle vous finance un projet, bien évidemment c'est le genre de chose qui n'est pas contractualisé, c'est un accord moral que vous allez passer entre vous et le directeur de la banque ou entre vous et le conseiller. Bien tout simplement, ça peut paraître évident mais ça ne l'est pas pour tout le monde, ne lui mettez pas un couteau dans le dos. Ayez toujours une parole impeccable, une attitude impeccable et en tout cas en affaires, je peux vous l'assurer, le fait d'être honnête et sincère, notamment avec vos conseillers bancaires, ça paye dans 100% des cas. Et enfin, troisième conseil, un petit peu particulier, mais qui est le fruit de mon expérience personnelle, sachez mêler le professionnel avec le personnel. En fait, admettons que vous soyez quelqu'un qui, je dis n'importe quoi, vend des cours de cuisine. Et des gens qui vendent des cours de cuisine, il y en a plein. Et du coup, le jour où l'une de vos connaissances va avoir envie de prendre des cours de cuisine ou d'offrir des cours de cuisine, et qu'il aura le choix entre 2 prestataires qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et vous, à compétences équivalentes, il aura tendance à comprendre la personne qu'il connaît. Tout simplement parce que même dans le professionnel, on a toujours envie de passer un bon moment. Et des moments où vous, en tant qu'artisan, en tant que professeur particulier à domicile, en tant que cuisinier, en tant qu'avocat, en tant que n'importe quelle profession, où nous sommes mis en comparaison avec d'autres professionnels, il en existe des milliers chaque année. Et c'est la raison pour laquelle la barrière entre le pro et le perso, quand on est entrepreneur, quand on veut être un homme ou une femme d'affaires, il faut qu'elle soit très fine et que vous arriviez à jongler entre les deux. Même si je sais, certains sous cette vidéo vont commenter que oui, le pro et le perso, il faut pas tout mélanger, etc. Eh bien, moi, je peux vous le dire de mon expérience, et pour avoir levé plusieurs millions d'euros de dettes bancaires, savoir créer une relation un petit peu plus que professionnelle avec ses partenaires, et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples de gens que j'ai autour de moi qui ont réussi à faire ça, c'est, je pense, une des clés, un game changer qui va vous permettre de faire plus d'affaires, de faire des plus grosses et plus qualitatives. Sur ces belles paroles, n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 5 leçons. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, c'était Tim. Ciao!